Bonjour à tous, bienvenue dans le Media Center des services à la personne et de l'emploi à domicile en partenariat avec la CNAV. Des interviews à suivre sur notre site salon-service au pluriel-personne.com. J'ai le plaisir de recevoir en visioconférence évidemment Jérôme Perrin qui est directeur du développement de l'ADMR. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, ADMR, encore un acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est ? Aide à domicile en milieu rural. Voilà, c'est une grande fédération dans l'aide à domicile et les services à la personne, hein, créée en 1945. Donc, une histoire qui nous aurait permis normalement de fêter nos 75 ans cette année, mais la crise sanitaire voilà, nous fait repousser cet événement qu'on espérera pouvoir faire en 2021. En termes de chiffres, rapidement, c'est 2700 associations sur tout le territoire français. C'est à peu près 90 fédérations départementales. Et puis, 94 000 bénévoles et à peu près autant, voire il me semble à peu près, mais je vérifierai, je ne sais plus en tête les chiffres exactement, de salariés, tout confondus, d'intervention ou administratifs. Très bien. Alors, le Parisien que je suis, béotien imbécile, évidemment, croit toujours que l'aide à domicile, quand on est en milieu rural, justement, ça devrait presque pas exister parce qu'on se dit toujours qu'en milieu rural, les uns et les autres s'entraident. Malheureusement, et heureusement aussi pour nous, mais si l'aide à domicile en milieu rural existe et est nécessaire, puisque même justement, il y a énormément d'endroits reculés où les personnes sont isolées. Elles peuvent s'entraider, mais quand vous avez plusieurs personnes âgées dans le même territoire, c'est difficile pour qu'elles s'entraident ensemble. Il y a souvent aussi les enfants qui sont partis parfois en ville voilà, ou rejoindre des métropoles. Donc, ce qui fait qu'au contraire, notre rôle est de plus en plus essentiel. On va même des fois là où la poste ne va plus, j'ai envie de dire, pour pouvoir intervenir auprès de ces personnes. Alors, évidemment, pour les aider d'une façon très pratico-pratique, mais aussi pour les accompagner. Et c'est là aussi le rôle de nos bénévoles, vraiment, c'est de pouvoir les accompagner aussi pour éviter tout isolement social. Et on a bien vu les conséquences qu'il y a pu avoir pendant cette crise sanitaire. Alors justement, vous avez dit les deux mots, hein, isolement et crise sanitaire, qu'on vient de connaître et qu'on connaît encore un peu. Ça a été 2 fois plus difficile, j'imagine ? Ça a été 2 fois plus difficile. Oui, même j'ai envie de dire 10 fois plus difficile. 10 fois plus difficile parce que par rapport à cet accompagnement social qu'on peut avoir, il était très difficile à le mettre en place. Si on parle de l'accompagnement que peut avoir nos bénévoles auprès des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, il n'y en avait quasiment pas pendant la première crise, en tout cas pendant le premier confinement. Donc, ce qui fait que cet isolement a dû se renforcer. Heureusement, on a pu continuer à intervenir. Alors, au départ, c'était le chaos total, pour rien vous cacher. On intervenait sans masque, on ne savait pas trop comment on devait faire, ce qu'on devait mettre en place. On ne cherche pas à incriminer, il n'y a pas de coupable par rapport à tout ça. Non, on n'est pas là pour voilà, ça. on se retrouvait dans une situation extrêmement compliquée. Et encore une fois, on peut saluer vraiment le travail de nos aides à domicile pendant cette crise-là. Mais on sera amené sûrement à en reparler. Mais c'est vrai que c'était une période extrêmement compliquée au début. Après, c'est vrai que maintenant, on commence à on est s'habituer rodé. finalement et on commence à être rodé tout à fait. Donc, au-delà des équipements qui nous permettent d'intervenir, nos bénévoles aussi sont équipés pour pouvoir aussi accompagner les personnes qui peuvent être isolées. Puis alors, au 3e et 4e confinement, on sera parfait. Je plaisante. Tout à fait. Je plaisante, évidemment. Vous l'avez dit également, il y a des choses à changer, j'imagine. Ça a mis en valeur, c'est peut-être l'intérêt aussi, ça a mis en valeur auprès du grand public et peut-être même des institutions, le rôle important de l'aide à domicile. Mais également, ça met en lumière ce qu'il y a à changer en urgence. Tout à fait. En fait, cette crise, si on décomposait un petit peu l'année 2020 à travers tout ce qu'on a connu et vu du prisme de l'aide à domicile, on a eu cette période, évidemment, comme je le disais, de chaos et où il a fallu s'adapter. Et là, encore une fois, on voit comment les services, comment les personnes peuvent s'organiser en temps de crise. C'est assez surprenant. Ouais. Mais énormément de travail en commun et voilà, et de solidarité qui puisse s'installer même
on le voyait dans la gouvernance, il n'y avait plus vraiment de hiérarchie qui existait. Là, c'était vraiment l'entraide qui venait en premier. Donc, cette première étape où là, comme on le disait, on a dû y aller un peu, un peu la fleur au fusil, hein, parfois. Après, il y a eu une période, et c'est ce que vous soulignez, peut-être une période de reconnaissance, une période de reconnaissance médiatique et étatique, j'ai envie de dire. On découvrait que l'aide à domicile, ce n'était pas juste faire le ménage chez les gens, mais il y avait une vraie fonction et une mission sociale d'accompagnement de ces personnes. Euh, on a vu qu'on servait à plein de choses, et notamment le rôle de nos SIAD ou nos SAD pour désengorger les hôpitaux qui étaient submergés à ce moment-là et prendre en charge les personnes à domicile. Et puis après, il y a eu une période, comment dire, peut-être c'est même plus que de la déception, hein. C'est l'épisode prime Covid pour l'aide à domicile où on monte, on met en avant les services d'aide à domicile et puis au moment de la prime, on les oublie. Oui, c'est ça, ouais. C'est C'est une dit que frustration. Ouais. tout à fait, voilà, c'est vraiment une période de frustration. Et on s'est dit, bah, encore un combat à mener, comme si on n'en avait pas souvent mené, un combat à mener pour qu'elle puisse avoir la prime. Alors après, il y a eu cet arrangement entre le gouvernement et les départements qui a fait que la situation a pu s'améliorer, mais rien que le fait de penser qu'elle ne pourrait pas l'avoir, ça nous paraissait surréaliste par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Il y a donc encore Voilà. du travail. Et exactement. Et puis après, ben, une période un peu, une nouvelle ère un petit peu avec cette cinquième branche. Oui. On attendait depuis 1945, quasiment au départ de la création de la sécurité sociale. Le Ségur aussi est passé par là. Il ne nous a pas fait que du bien, le Ségur. On pourra en parler si vous le souhaitez. Bien sûr. Mais un moment historique quand même pour l'autonomie en général, mais du coup aussi l'impact que ça peut avoir sur les services d'aide à domicile. En tout cas, on l'espère. On n'est qu'au début de cette cinquième branche, avec d'autres moments comme la loi Grand Âge et Autonomie qui a annoncé, repoussé, voilà, et repoussé, et qu'on attend comme le Messie, on l'espère en 2021, mais ça veut dire une application en 2022, et ça veut dire encore 2 ans de retard, ça veut dire encore des salaires qui seront très bas pour nos salariés, parce que le PLFSS, ça fait 3 ans qu'on nous dit c'est le PLFSS de l'aide à domicile, et chaque année on nous dit ça sera le prochain. Le plan de financement. Oui, tout à fait, le plan de financement de loi de la sécurité sociale. Cette année où il y a, au départ, en plus, on n'avait que 80 millions, qui étaient les 80 millions de la prime Covid, qui était aussi de l'argent qui devait normalement servir à autre chose, qui a été reporté là-dessus. Et puis, finalement, avec un peu plus de moyens, 150 millions, 200 millions pour les salaires, c'est évidemment insuffisant, mais c'est déjà un premier geste. Donc, le bilan, on peut le voir soit d'un côté de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. J'ai envie de le voir à moitié pleine, puisque enfin, je veux dire, c'est quand même une grande année, une année historique. Alors, on aurait pu s'en passer, hein, Je comprends. Et vivre une loi Grand Âge et Autonomie, la création d'une cinquième branche en toute sérénité, mais peut-être que finalement, cette cinquième branche, par exemple, elle n'aurait pas forcément vu le jour s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire. Exact. Alors peut-être rappeler pour le public, parce que tout le monde, tous ceux qui vont regarder la vidéo ne sont pas forcément des spécialistes du secteur, qu'est-ce que ça veut dire une branche de la sécurité sociale? Parce que pour plein de gens, ça ne veut rien dire. Alors, une branche de la sécurité sociale, c'est aujourd'hui, il y a plusieurs branches dans la sécurité sociale. Il y a 4 branches. La plus connue est évidemment la branche de l'assurance maladie, c'est-à-dire qui permet à toute personne aujourd'hui d'avoir une prise en charge au niveau des soins, puisque dans une branche, il y a des risques. Il y a différents risques. La maladie est un risque, par exemple. Et donc, ces différentes branches, il y a la branche famille, par exemple, dans laquelle on retrouve différents risques aussi. Et à travers un risque, il y a justement une prise en charge de la société, finalement, de ce risque. Là, l'idée d'une cinquième branche autonomie, qui était longtemps un débat entre branche et risque, mais finalement, dans cette cinquième branche, il y a un risque qui est le risque autonomie. C'est-à-dire que pour toute personne en perte d'autonomie, donc personne âgée, personne en situation de handicap, il pourra y avoir une prise en charge finalement qui soit un peu à l'image de la prise en charge qu'on peut avoir aujourd'hui quand on est malade. Oui. Et non pas juste des allocations
que vous touchez et en fonction de vos revenus, en fonction du service qui est disponible ou pas. C'était important de revenir dessus. Alors, le Ségur, vous vouliez peut-être en parler. Le Ségur, rapidement, alors le Ségur, il avait vocation, et on le savait un petit peu, à accompagner plutôt le milieu hospitalier, et on ne le conteste pas. Je veux dire, quand on voit le travail qui a été fait pendant cette crise, c'est tout à fait légitime de mettre en place ce Ségur de la santé. Pour nous, en revanche, il a créé un appel d'air parce que, encore une fois, on le disait tout à l'heure sur la prime, et ben là, cette fois-ci, il y a encore des salariés de l'aide à domicile. Cette fois-ci, ce sont les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile, qui sont les oubliés du Ségur de la santé. Au même titre qu'une partie des financements des EHPAD, au même titre qu'une partie des financements des hôpitaux, les SIAD sont financés indirectement ou directement par des ARS et donc par la sécurité sociale. Donc, logiquement, on aurait voulu que les personnels qui travaillent en SIAD, donc salariés des SIAD, qui sont essentiellement des aides-soignantes et puis des infirmières coordinatrices, mais essentiellement des aides-soignantes, puissent bénéficier de la revalorisation des 183 € à peu près, je crois, qu'ont bénéficié les autres aides-soignantes des EHPAD, par exemple. Même métier, même diplôme, mais voilà, pas la même revalorisation salariale. Alors que tout indique aujourd'hui que ces personnes-là devraient bénéficier de cette revalorisation salariale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, voilà, de façon assez compréhensible, les salariés des SIAD partent vers les EHPAD, partent vers les hôpitaux. Et donc, déjà qu'on a énormément de difficultés à recruter puisqu'on a du mal à valoriser nos métiers, on se retrouve aujourd'hui avec un manque de personnel qui était déjà fort, mais qui est encore plus criant. Et donc, des prises en charge qui pourront éventuellement ne pas se faire si on n'a pas le personnel pour pouvoir les faire. Ce qui est fou dans un pays qui a 2 millions de chômeurs. Exactement, sur des emplois qui sont délocalisables. Et en plus, c'est ça, c'est complètement incroyable. La technologie peut peut-être aider, sans remplacer l'humain évidemment, mais est-ce qu'elle peut aider justement à améliorer l'isolement, ça ne veut rien dire, à essayer de décloisonner un tout petit peu? Ah oui, bien sûr, la technologie, on a eu plusieurs expériences d'ailleurs qui ont eu lieu pendant le confinement et sur lesquelles aujourd'hui on parle d'études rétex un peu partout. On mène ce genre de travaux nous-mêmes au sein de l'Union nationale ADMR. Évidemment, ces technologies aujourd'hui ne doivent pas remplacer l'humain, mais on se rend compte que si on nous donne encore une question de moyens, les moyens d'accompagner les personnes en perte d'autonomie avec des moyens technologiques, on pourra non seulement faire face à de nouvelles crises, on n'espère pas, mais aussi améliorer la prise en charge. Je prends l'exemple de la télémédecine, par exemple. Beaucoup de personnes en perte d'autonomie ne sont pas aujourd'hui en capacité forcément de pouvoir suivre une consultation en télémédecine, alors que c'est une solution extrêmement adaptée à leur situation. Donc, il faut un tiers qui soit présent. Et là encore, on en revient aux salariés de nos SIAD, dans lesquels il n'y a pas d'acte financé à ce niveau-là, qui pourraient tout à fait aussi accompagner ces personnes lorsqu'elles sont en consultation avec leur médecin. Mais ça va aussi par d'autres moyens plus sympathiques comme des groupes, des messageries sécurisées, comme on les connaît tous aujourd'hui, avec des formations, avec du matériel. Et là, il faut dire que le privé, les fondations privées ont joué quand même un rôle important pendant cette crise. Ils ont beaucoup soutenu les fédérations, ou en tout cas les associations, pour accompagner soit en dons de matériel, soit en dons d'argent pour acheter des EPI aussi d'ailleurs. On a été soutenu beaucoup de la part de la Fondation Crédit Agricole, par exemple. Mais c'est tout cet accompagnement de formation de nos aides à domicile sur ces outils-là, de pouvoir bénéficier de ces outils-là et puis derrière aussi de pouvoir accompagner ces personnes-là. Sauf que vous le savez, aujourd'hui, notre financement se fait à l'heure. Donc, une heure prestée doit être une heure réalisée tel que le plan d'aide l'indique. Le chantier est énorme, en fait. Exactement, le chantier est tout à fait énorme. Et pour terminer, à votre avis, la loi qu'on attend tous, donc grand âge et autonomie, est-ce qu'elle va rebattre les cartes, à votre avis? Est-ce que si elle arrive? J'en reviens à cette bouteille à moitié pleine. On va voir les choses de façon optimiste. En tout cas, on est à un tournant de l'histoire. Comme on le dit souvent, on est face au mur là. On a un mur en 2030-2050 qui arrive.
Donc, on est à un tournant de l'histoire à travers cette 5e branche, à travers cette loi grand âge et autonomie. Il ne faut pas qu'on passe à côté. Ouais, c'est pas trop tard encore. C'est pas trop tard, pas du tout. C'est pas trop tard. Je pense qu'il y a de la volonté, de la bonne volonté de la part de tous les acteurs. Mais il ne faut pas passer à côté. On le doit à nos aînés, à ceux d'aujourd'hui, à ceux de demain. On le doit à nos salariés aussi, parce que l'enjeu aussi, un des enjeux principaux, c'est la revalorisation des salaires des aides à domicile dans les SIAD. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, on va parler argent, mais on peut bouger les tuyaux dans tous les sens. Ouais. Si vous n'alimentez pas ces tuyaux-là, il n'y aura rien qui va sortir au bout. Donc, à un moment, il faudra mettre les moyens, et des vrais moyens en face pour pouvoir assurer le minimum et arrêter de bricoler. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans, 10 ans qu'on bricole à droite et à gauche, qu'on injecte 10 millions, 20 millions par là. Et puis finalement, il n'y a rien fondamentalement qui change. La situation est la même, on aura toujours autant de mal à recruter, et de plus en plus. Et surtout, on se rend compte que l'accompagnement, à un moment, il va être, et ça l'est déjà, hein, quand on est sur une tarification à l'heure, il est minuté. Oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure d'accompagnement social. C'est un peu paradoxal de parler d'accompagnement social et de minutage d'intervention. Malheureusement, aujourd'hui, on en est là. Pas partout, hein. Il y a quand même certains départements qui jouent très bien le jeu, mais ce n'est pas la faute forcément que des départements, puisque c'est les règles du jeu et c'est les cartes qu'il faut rabattre. Et on espère que cette grande plage autonomie, elle prendra en compte le vœu des Français, qui est quand même de vivre le plus longtemps possible à domicile. Chez soi. Aujourd'hui, les services chez soi, exactement, et les services d'aide à domicile sont les premiers à pouvoir apporter cette réponse-là. À nous d'avoir les moyens, à nous aussi de prendre nos responsabilités, de décloisonner l'aide et le soin, par exemple, de décloisonner tout un ensemble de choses pour qu'on puisse apporter une réponse globale et renforcée à domicile auprès des personnes qui sont en début de perte d'autonomie ou en perte d'autonomie. Un vrai enjeu de société, en tout cas. Merci beaucoup, Jérôme Perrin. Fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve donc dans quelques instants avec un nouvel invité.